Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias. Ils nous en livrent les dérives, les dérapages et parfois, c'est très rare, les quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vous, alors continuez de nous soutenir. On a besoin de vous. Allez, l'œil de Moumou, c'est parti. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi chère Amira, et ravi de te retrouver depuis lundi. Oui, depuis un jour. Je suis passé dans le journal des luttes, c'est quand même classe. Je vous invite à aller voir parce qu'on le retrouve facilement en replay et c'est toujours un plaisir de te revoir dans un autre cadre, ma chère Amira. Et aujourd'hui, on a un invité, Mourad, Adrien Caboche, d'Info Goncho. C'est un média indépendant orléanais que tu as cofondé. Bienvenue à toi. Merci à vous pour votre invitation et au M. Merci au M de me recevoir. Oui, merci d'y avoir répondu positivement. Et en plus, ils arrivent en tir groupé, en voiture, en covoiturage, donc c'est écolo, depuis Orléans. Et il y a hors champ le reste de l'équipe, parce que tu n'es pas tout seul. Effectivement, cofondateur. Et donc, il y a toute l'équipe qui est avec nous et que je salue chaleureusement. Vous ne les voyez pas, mais ils sont dans le public. Alors Mourad, bien évidemment, on va dérouler tes tops et tes flops comme chaque semaine. Mais avant, on va commencer par ton traditionnel préambule. Oui, parce que si on ne respecte pas ça, tout fout le camp, tout part à volo et on finit dans une église intégriste. Alors, ça commence par Jean-Michel Apathy, qui, chez Quotidien, va nous parler d'un rapport sur l'eau et l'état catastrophique de l'eau dans notre beau pays. Alors, on parle pas de l'Afrique subsaharienne, on parle de la France. Et voilà ce qu'il va en dire. Ce rapport d'une agence de l'ONU qui déclare, c'est une étude très sérieuse, que nous sommes en faillite hydrique mondiale, c'est-à-dire que la gravité de la situation de la planète par rapport à l'eau est telle que nous risquons, dans des endroits stratégiques, d'en manquer dans les 10 ou les 20 prochaines années. Comment on fait pour vivre sans eau ? Vraiment, personne ne sait. Et alors, pourquoi je vous montre cet extrait que j'ai vu passer chez nos amis de la communauté de Chelex, qu'on avait reçu ici à la fin de l'année et qui a diffusé cet extrait, parce qu'on a été quelques-uns, je ne sais pas si j'en ai fait partie ou pas, je ne me souviens pas trop, mais on a quand même quelques-uns à s'être moqués d'une autre vidéo, celle-ci qui remonte à 2010, je crois, de Jean-Claude Van Damme, le célèbre acteur facétieux, acteur belge, qui disait ceci. De l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et ouais, il n'y aura plus d'eau dans 20-30 ans. Il avait vu juste, en tout cas. Ah, il avait vu juste. Est-ce que tu as fait partie des gens qui se sont marrés en l'entendant dire ça ? Moi, j'avais une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, quand c'était sorti. Et je me souviens qu'on l'utilisait beaucoup. Et même à l'époque, il y avait des mèmes politiques. Quand il y avait une guerre qui démarrait, on disait... dans 10 ou 20 ans, ce pays n'existera plus, en hommage à Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est assez marrant. Il est comme quoi il avait finalement raison. Mais il y a même un humoriste là c'est vraiment de l'humour, je le précise, qui parle de sa fiancée d'origine arabe, machin bidule, et il dit moi j'adore les Arabes, mais dans 20-30 ans il n'y en aura plus. J'avais trouvé ça. Non, mais c'est drôle. Pour le coup, c'était vraiment dit avec finesse. J'avais apprécié ça. Et je précise que, contrairement à nos philosophes de plateau télé français, Van Damme avait aussi inventé une astuce que j'avais trouvée assez marrante, qui était de dire que pour paraître plus jeune que vous n'êtes, plutôt que les crèmes et les machins et les bidules, en fait, dites simplement que vous avez 10 ans de plus que votre âge réel et du coup, vous paraîtrez beaucoup plus jeune. Et j'avais trouvé ça assez marrant. Et donc, finalement, voilà, faut faire gaffe avant de se moquer. Il y a parfois des gens comme ça qui cachent un peu leur qualité. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que j'avais pensé vous le passer la semaine dernière et puis la semaine d'avant, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image parce que j'ai dû le capturer moi-même avec mon téléphone, puisque la chaîne T18 d'Enthoven et du milliardaire des pays de l'Est, là, ils n'ont pas de replay efficient et ils ne veulent pas en plus avoir le audimat. Mais il y a des gens qui regardent les replays de cette chaîne ? Non, parce qu'on sent justement, on va le voir, Adrien. Voilà ce qu'on en disait avec Aurélien Saint-Toul sur ce plateau il y a quelques semaines. Je vous laisse écouter. J'avais simplement déroulé le programme type d'une journée type de cette chaîne qui n'apporte absolument rien au débat, contrairement à ce qui était promis
juste avant l'attribution de la TNT. Je vous laisse réécouter cet extrait avec Aurélien Saint-Toul. Et là, je prends le programme type d'une journée type. Minuit 15, on démarre avec Indice, avec un S, l'affaire Jennifer. 1h15, Indice, l'affaire Stéphane. Donc, tout ça, je le précise, ce sont des émissions glauquissimes là, que même W9 a dégagées, voilà, sur des meurtres, voilà, avec plein, voilà, c'est des trucs achetés, comme vous le disiez. 2h15, l'affaire Chantal et Audrey, ça continue. Ensuite, ça continue comme ça jusqu'à exactement, je fais défiler, 7h15 c'est la même chose, 8h15 c'est la même chose, 9h15 c'est la même chose, 10h20, 11h20, c'est la même émission. Jusqu'à 11h20. Ensuite, c'est pour tout dire. Alors, pour tout dire, ça discute un petit peu. Bon. Mais non, mais c'est tout aussi pourri. Après, il y a les carnets de Julie, avec la tarte au citron. Alors, c'est sympa parce qu'on apprend à faire la tarte au citron à 14h05. Ensuite, on apprend à faire un soufflé à la carte. À 16h, ce sera le pot-au-feu. À 17h, ce sera les terrines et les pâtés. 18h, on change. Un jour ailleurs, Miami, les îles Grenadines, hôtel au Brésil, 19h50. Depuis minuit et quart. M comme maison, la Corse du Sud. Notre ami Benjamin Biolay en plateau avait dit que c'était tellement vieux ces émissions à la con que les produits qu'ils proposent, les marteaux, les machins, les scieuses et compagnie n'existent plus. Ça a vendu, c'est des trucs de la RDA, j'imagine. Voilà, et ça continue comme ça. Là, c'est du foutage de gueule complet puisqu'ils viennent de prendre l'engagement. Eh bien, dans cette capture donc, que vous allez voir, cette courte capture, ils vont passer un docu. Alors, c'est pas eux évidemment qu'ils l'ont fait puisqu'ils produisaient rien. Ils vont ce documentaire sur la Corée du Nord. Je dois préciser que j'y suis allé il y a une quarantaine d'années. Sur la Corée du Nord, ils vont se moquer de la télévision nord-coréenne et en fait, je pense qu'ils vont faire plouf parce que le programme de la télévision nord-coréenne est bien plus intéressant et bien plus nourrissant que leur propre chaîne. Je vous laisse juger. Voici le programme unique proposé aux téléspectateurs après l'hymne national en guise de générique. 여러분 안녕하십니까? 9h52, questions-réponses sur les pères fondateurs de la Corée. 10h33, un documentaire sur la vie des animaux dans le désert. 11h30, un autre documentaire sur l'amour du leader pour les pilotes d'avion. 12h06, un long métrage de fiction sur la difficulté d'être parent. 15h20, un programme sur la culture du riz. 15h27, une rediffusion piratée d'un match de football anglais. 17h12, lecture des journaux. 17h22, programme pour les enfants. 18h27, documentaire sur l'éco-architecture. 20h, le journal. Et à 20h35, un téléfilm qui met en scène les valeurs du grand leader pour toute la famille réunie devant le petit écran. Alors je précise que vraiment, c'est super intéressant, c'est sur les animaux, les machins, les bidules, c'est beaucoup plus intéressant que leur connerie de refaites votre maison vous-même et puis la pâtisserie et compagnie. Alors il y a plein de nouvelles, mais je pourrais pas tout brosser cette semaine. On y reviendra, je vous promets, la semaine prochaine. Mais enfin, parmi les nouvelles judiciaires, parce que le monde médiatique va de plus en plus avec le monde judiciaire, il y a Frontières qui a été condamné pour diffamation. Ils ont accusé les street medics, donc les fameux médecins bénévoles qui vont et citoyens qui vont sur les manifs pour soigner les gens qui se font fracasser le crâne par les CRS. Absolument, ils sauvent des vies. Et il les a donc Frontières, dans un de ces reportages bidons dont ils ont le secret, ils vont assimiler ces braves militants citoyens à des black blocs. Et donc il a pris 2000 balles dans la tronche. Donc je pense qu'ils vont faire appel. Et, bref, mais c'est encore une condamnation de Frontières. Ça devient risible. Il faut vraiment qu'on leur retire leur numéro d'agrément, enfin de la commission paritaire, et qu'on ne considère plus du tout et plus jamais ce machin comme un média à part entière. Allez, on va terminer ton préambule par cette très bonne nouvelle, 2000 € de condamnation pour Frontières. Et on va passer à tes tops, c'est parti.
Allez, ton premier top, il s'appelle Il est décerné à Julien Audoul, qui rame sur Sud Radio. Il rame énormément. Parce qu'il faut bien justifier son soutien au condamné Morandini. Un pédocriminel, tu peux y aller gaiement. Oui. Il est condamné définitivement. Donc c'est un pédocriminel. Oui, c'est une condamnation définitive, il faut bien le rappeler. Et le journaliste en plateau, eh bien, il ne le lâche pas. Non, bravo à lui. Je sais pas alors, j'ai pas son nom en tête, là, je suis désolé. C'est un petit jeune. Ouais, mais je le retrouverai, puis je lui rendrai hommage dans les remerciements la semaine prochaine. Mais non, vraiment bravo à lui, parce que sur Sud Radio, en plus, qui a viré, comme vous le savez, complot et de droite extrême à minima, il va lui poser la question de manière insistante, comme tu le dis, à savoir s'il va aller sortir ses programmes, ses points de vue, et ainsi de suite, effectivement, chez Morandini. Et là, il va bégayer, d'où le top je vous laisse, c'est un grand moment. Alors vous pouvez aller faire la vaisselle ou faire autre chose, c'est un grand moment de gênance. Je vous laisse regarder et écouter. Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois, souhaité continuer cette relation et c'est une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment... j'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini ? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini, alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu donc à la fois des comportements, à la fois des déclarations, des prises de position extrêmement contestables et condamnables. Quand je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir, je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau ? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non. Mais oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement national, d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini ? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment, et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un deux poids deux mesures entre certains journalistes qui sont épargnés et puis aujourd'hui une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Ça appartient à la chaîne CNews, c'est la responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Et est-ce que tu l'as vécu comme ça, ce moment où Audoul, alors qu'Audoul c'est pas bon, c'est bien que c'est pas figure-toi que moi j'ai l'habitude qu'ils bégayent quand ils sont confrontés à leurs propres contradictions, à leur propre hypocrisie, donc ça m'étonne pas que face à leurs vertus qu'ils affichent d'habitude dans leur discours, quand ils sont confrontés à quelque chose de réel, ils se mettent un peu à bégayer. Et je salue aussi l'insistance du journaliste sur la question. Sur ce média-là, c'est assez rare déjà en général. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que normalement les partis ont une règle, c'est eux qui choisissent les invités, enfin les cadres du parti, les élus qui vont aller sur les plateaux. Je ne comprends pas qu'il lâche Audoul, qui est quand même pour nous c'est de l'or en barre, quoi. C'est un truc rêvé, c'est la vie rêvée des anges. On ne peut pas faire... sauf si c'est, comme je le dis souvent, un kamikaze communiste qui est infiltré au RN pour le faire couler de l'intérieur. Enfin, je ne comprends pas qu'il l'envoie sur les plateaux. Enfin, en tout cas, ça nous fait du bien. Depuis cet extrait, Bardella a interdit le plateau de Morandini à tous les cadres et députés RN. Donc il vient en plus contredire ce pauvre Audoul qui me fait vraiment... on pensera à une cagnotte commune du média et d'info gaucho pour Audoul, parce que là, il faut qu'il prenne des vacances. Ouais, c'est ça. Absolument. Et je vais te poser une question, Mourad. T'en as pensé quoi de Nelson Montfort sur Morandini, justement ? Ah, c'est terrible, parce que... Alors,
le racisme, c'est bien. La pédocriminalité, c'est bien aussi, dans leur logiciel à tous, là. Et c'est de nouveau, effectivement, Nelson Montfort, c'est quand même extraordinaire. Un journaliste sportif, comme l'a été Pascal Praud, enfin, comme le sont un certain nombre de réacs, qu'ils soient jeunes ou vieux, il va plonger dans quelque chose qui mélange à la fois le racisme et la pédocriminalité, donc la défense, évidemment, de Morandini, dans une séquence que notre ami Dequinte va de nouveau monter pour qu'on comprenne un peu où en est rendu Nelson Montfort. C'est tragique et pathétique à la fois. Mais je ne pense pas qu'Aya Nakamura fréquente assidûment l'Académie française. Donc de voir Aya Nakamura qui sort de l'Académie française, déjà il y a quelque chose qui cloche. Et après, les gardes républicains... Fait, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de... Et puis, dernière chose, alors c'est peut-être ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour pardon des offenses. Il a demandé à un enfant de 16 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Est-ce que ça a été prouvé? Il est condamné définitivement par la Cour de cassation. Eh bien, écoutez, ça, c'est une véritable offense. Je vais pas vous dire le contraire. Mais, comment dire, c'est une situation qui est très désagréable. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Est-ce que c'est arrivé depuis? Je ne pense pas. Je faisais allusion à Daniel Riolo, notamment, mais il va falloir se poser à un moment donné la question, pourquoi c'est dans ce milieu-là qu'on voit le pire du pire. Et là, un nouvel exemple, effectivement, ma chère Amira, avec Nelson Montfort, ce sera l'objet d'une nouvelle séquence, bien évidemment. Allez, c'est le top Musée Grévin. Il est décerné à Arnaud Clarfeld, à l'heure où la police ICE et Trump font peur, sont critiqués de toutes parts. Clarfeld appelle à prendre exemple sur eux et à mener des rafles. Oui, c'est exactement le terme qu'il a utilisé. Il faut mener des rafles pour que la France arrête tous les OQTF. Oui, alors les OQTF, ils parlent d'OQTF, de criminels, de délinquants et compagnie. Sauf que ce qu'il oublie... Alors, on va déjà voir l'extrait. Extrait qui a conduit SOS Racisme à engager des poursuites judiciaires contre lui. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose d'assez sérieux, parce que ces gens jouissent d'une certaine impunité quand même sur d'autres dossiers. Je vous laisse écouter. Bon, il est en situation irrégulière où il est mentionné Schengen, c'est-à-dire qu'il a dû être refusé dans un autre État, il est rentré en France. C'est compliqué de se débarrasser de tous les asociaux qui sont au QTF. Regardez ce que fait Trump aux États-Unis. Il le fait, c'est-à-dire il a décidé une politique dure, d'envoyer des forces qui sont dures aussi et qui commettent parfois des erreurs. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump, avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. On ne peut pas faire ça sans commettre parfois des injustices. On a bien vu la dame qui s'est fait tirer dessus, je ne me rappelle plus, dans le Minnesota. Donc c'est compliqué. Donc ça nécessite une stratégie politique avec l'intention même de commettre parfois des injustices. Donc c'est pour le bien de l'État. Alors, ce qu'il oublie, je précise quand même que le terme asociaux renvoie directement à l'épuration, à l'extermination, aux exterminations menées par le régime nazi, quand même. C'est assez particulier pour le fils des chasseurs de nazis. Oui, et des enfants déportés, le président de l'association des enfants déportés. Alors, je précise quand même que pour réussir à arrêter ces fameux OQTF, parce qu'on pourrait dire oui, pourquoi pas, si c'est des criminels, si c'est des délinquants, il faut les arrêter, si en plus ils sont sous OQTF. Sauf que concrètement, ces fameuses rafles, elles visent qui? Elles visent les Arabes et les Noirs d'apparence. Donc ça veut dire qu'il faut rafler toute une partie de la population au délit de faciès pour pouvoir réussir à attraper X personnes dans ce truc-là. Ça s'appelle comment ça? C'est une rafle qui équivaut évidemment à celle effectuée notamment au moment du Veldiv, visant les familles parce que juives. Là, c'est les enfants, les femmes parce que juifs et juives. Là, il appelle à lancer des rafles en France, dans le même pays que celle du Veldiv, contre des gens en fonction de leur apparence physique. C'est complètement délirant. Je crois qu'on a explosé complètement le truc. Je sais même pas comment le qualifier. Je précise que
Ça se passe au moment où Mila Oriols, donc la fameuse Mila, qui avait été, dont on avait pointé ici le fait qu'elle était invitée comme une personnalité politique éclairante par Apolline de Malherbe, parce que complètement délirant. Donc la copine Mila, la copine de Malka, de Fourest, de Boko Haram, de Zemmour, et cette fois-ci, elle est enfin condamnée par écrit. Simplement, on va voir s'il y a des suites judiciaires. Elle est condamnée par la LICRA. Mais alors pourquoi ? Pour apologie de crimes contre l'humanité. Parce elle s'est prise en photo, il a fait une espèce de selfie, ou un montage, j'en sais rien, puis je m'en fous, avec un t-shirt clairement nazi. Alors c'est même pas néo-nazi, c'est clairement nazi avec un salut nazi et puis un jeu de mots sur Hitler que je vous épargnerai. Et donc elle est poursuivie pour apologie de crimes contre l'humanité. Et sauf que la réflexion que j'ai lue à plusieurs reprises dans les commentaires sur les réseaux sociaux notamment, que je trouve très pertinente, et je te demanderai ton avis Adrien, en gros, les internautes disent « tant qu'on s'en prend aux Arabes, c'est de la liberté d'expression ». Et là, comme ça touche au nazisme, et donc évidemment ça renvoie à la Shoah, d'un coup la LICRA lui tombe dessus. Et donc ça vient alimenter l'idée du 2 poids 2 mesures. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que tant qu'elle tapait et crachait sur les Arabes en disant qu'ils avaient des tronches pas possibles, qu'ils étaient complètement consanguins et compagnie, ça passait crème, et là... Pif, elle met juste un bras levé, ce qui est condamnable. Non, mais ce qui est complètement condamnable, clairement. Mais c'est là qu'ils vont se déchaîner et y aller en fonçant contre eux. Mais un peu comme Klarsfeld d'ailleurs. Parce que Klarsfeld, il a pu sortir les pires horreurs sur les Arabes. Il a fallu qu'il prononce un mot en lien avec la Shoah, la rafle, et à juste titre, pour que tout le monde, y compris son propre camp, lui tombe dessus. Est-ce que ça alimente le 2 poids 2 mesures, ça ? Ça alimente le 2 poids 2 mesures, et je pense qu'on est à un point où on ne se rend pas compte que ce qui se passe aujourd'hui pour les musulmans et toute l'islamophobie qui est en train de se développer dans notre pays, c'est les mêmes mécanismes qui ont servi à l'antisémitisme dans les années 30 et qui ont servi à le génocide qu'on connaît aujourd'hui. Alors on n'en est pas à un génocide aujourd'hui, mais il y a quand même des liens très forts dans le discours et dans le 2 poids 2 mesures qu'on peut avoir, et c'est assez inquiétant, et que ça se passe en plus dans des espaces médiatiques et des personnalités publiques qui ont autant de poids, qui sont suivies quand même par énormément de personnes. Ça interpelle beaucoup. Et derrière, qu'il y ait des organisations qui, quand il y a certaines discriminations, ne réagissent pas, quand il y en a d'autres qui réagissent, ça pose un problème, effectivement. Et qui peut finir, je pense, c'est mon avis, mais qui peut finir par finalement desservir la cause que, soi-disant, ces gens-là, je pense à Arnaud Klarsfeld notamment, sont censés, ou annoncent que c'est l'engagement de leur vie, la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'en fait, à force de faire ça, je pense qu'on l'alimente un peu beaucoup. Et on n'est pas forcément... Il y a beaucoup de néofascistes en fait en France, et le fait qu'on ait des personnes qui... se revendiquent néofascistes, on a l'impression que mais c'est que contre les populations juives, etc. Non, les néofascistes sont des personnes qui sont des personnes suprémacistes, racistes, etc. Et ça, faut pas l'oublier aussi. Absolument. Et Arnaud Klarsfeld, d'ailleurs, quand il est invité sur toutes les chaînes françaises, il parle en quelle qualité ? En qualité d'avocat ? Ça renvoie aux fameuses histoires de bandeaux et de cartels, puisqu'effectivement, il est présenté comme avocat. Et nos amis des Sleeping Giants, ce fameux groupe qui agit sur les réseaux sociaux pour justement asséner, on va dire ça comme ça, les finances des médias condamnés, des médias d'extrême droite, le rappelle très justement, Arnaud Klarsfeld n'est plus depuis très longtemps avocat, puisqu'il est au Conseil d'État, il a été pistonné, alors je ne veux même pas parler de consanguinité ou d'entre-soi, il a quand même été avec la compagne, l'épouse d'un ancien président de la République, il a été bombardé au Conseil d'État, et quand on l'écoute, alors je vous ai épargné, parce que par charité chrétienne, je vous ai épargné, je suis comme ça moi, pas seulement à Noël, je vous ai épargné la défense d'Arnaud Klarsfeld suite à ça, parce que c'est encore pire, et là c'est vraiment, mais je suis tellement gêné pour lui, c'est encore pire que pire. Il est parti sur des délires sémantiques, sur le mot rafle. Il a convoqué l'Académie française. C'est pathétique. Ce garçon n'est que je vais terminer là-dessus parce que n'est que le fils de ses parents, pour être très poli et très léger. Et donc on termine là-dessus. On va passer à tes flops.
Allez, premier flop, le flop gigot dégueu, décerné à CNews. CNews qui ose tout comme d'habitude. Ils ont invité, d'ailleurs on ne sait pas vraiment c'est qui, mais en tout cas un monsieur qui dit que son gigot d'agneau était trop sec parce qu'il était halal en fait. Donc le halal, c'est pas bon. Alors, sauf qu'il a des convives, pour le coup, qui sont assez pointus. Parce qu'il a un ami musulman. Oui, mais qui arrive à savoir que au goût... Alors, c'est dégueulasse, mais Bruno, t'as fait de la merde, c'est tout. Je veux dire, quand t'invites des gens, t'essayes d'y aller un peu, quoi. T'essayes d'aller un peu au charbon. T'as fait de la merde, c'est dégueulasse, c'est sec, c'est pas bon. T'as mis le prix, mais t'as pas réussi. Voilà, viens pas nous raconter que d'un coup, quelqu'un a capté que comme c'est halal, alors je vois pas la différence. Honnêtement, alors là, je mets au défi quiconque de faire la différence entre le goût d'une viande halal et d'une viande pas halal. Franchement, c'est complètement délirant. Mais bon, c'est toujours la faute aux Arabes. Je vous laisse écouter. J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Oui, pour répondre à ta question, il est présenté comme micro-entrepreneur. Bon, je ne sais pas ce que c'est un micro-entrepreneur. Peut-être qu'il est essayiste le reste du temps, j'en sais rien. Merci à Vanner qui a découvert cette petite pépite. Vanner qui est un compte Twitter. Allez, le flop racisme honteux décerné à Sébastien Ligné. Alors, je l'ai regardé plusieurs fois, celui-ci, pour essayer de comprendre tout de même où voulait en venir ce jeune homme. On va contextualiser. Omar Sy est franco-sénégalais. Et quand il y a le match Maroc-Sénégal, il n'a pas le droit d'être pour le Sénégal. C'est ce qu'il dit, ce jeune Sébastien Ligné. C'est bien ça ? Bah oui, accessoirement qu'il n'a pas le droit de se réjouir de la victoire d'un pays qui soutient. Je veux dire, si demain, je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, mais si demain, la Norvège fait partie d'une compétition internationale d'importance, comme la Coupe du Monde ou Oui, alors oui, je précise, ma proximité avec la Norvège, ça ne saute pas forcément aux yeux. Oui, j'allais dire, tu as des origines norvégiennes. Je voyais des troubles dans vos regards respectifs. Non, je suis très proche de la Norvège, j'en ai déjà parlé sur le plan musical, mais sur d'autres plans également, cercle norvégien de Paris, ainsi de suite. Et donc, j'ai toujours soutenu la Norvège, voilà. Et que j'aille faire la fête pour la Norvège, je ne fais pas de moi un traître à la patrie. Là, je ne vois pas au nom de quoi un enfant né à Trappes n'aurait pas le droit de soutenir une équipe qui, en l'occurrence, est une équipe qui a un lien avec sa filiation. C'est complètement fou. Et surtout... Et qui jouait contre le Maroc, en plus. Bah oui. C'est la CAN en plus. Et puis, compte tenu de ses relations et de son statut d'acteur, c'est normal qu'il ait accès, entre guillemets, qu'il ait accès évidemment au vestiaire et qu'il fasse la fête et ainsi de suite. Moi, ça ne me choque pas du tout. Mais évidemment, c'est encore un biais raciste pour dire que c'est la 5e colonne et que ce ne sont pas, alors qu'il est né à Trappes, je le redis pour la 3e fois, ce ne sont pas des Français normaux, classiques, ce sont des Français de papier et que dès qu'il y a un petit quelque chose, ils vont aller rejoindre, je le dis volontairement, leur tribu, puisqu'on est sur un truc raciste, d'origine et de départ. Oui. Mais il parle d'assimilation dans l'extrait, donc assimiler quelqu'un qui est né en France, c'est voilà, ça veut dire qu'ils disent qu'il faut faire un travail d'assimilation parce que visiblement on s'assimile pas assez quand on soutient une équipe. Oui, alors qu'il est né en France, il n'a pas besoin d'être assimilé, mais laissons nos amis regarder cet extrait, mon cher Adrien. Je suis désolé, le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la 3e personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit, mais ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler. Parce que Omar Sy, il est français, mais si même un des Français les plus appréciés du peuple français doit et a le besoin d'aller célébrer la victoire de son pays d'origine, ça pose question sur notre méthode d'assimilation. Pour moi, c'est deux sujets. Allez, on va passer au deuxième flop, le flop même pas cap. On va contextualiser là aussi. Radio Nova fait de très très bons scores d'audience, mais ils ne sont pas d'extrême droite comme CNews ou Sud Radio. Alors il faut bien les décrédibiliser et c'est ce qui se passe en ce moment. L'un des leurs, c'est Hakim Omiri. Il est donc taxé d'antisémite. Voyons. Bah oui, l'antisémitisme, c'est forcément le truc, c'est ce que j'appelle régulièrement le contre Uno. Et Hakim Omiri, en fait, va faire l'objet d'une vidéo, d'un montage savamment orchestré, où on va le taxer d'antisémite, vous allez l'entendre, mais sans jamais apporter la preuve, si ce n'est évidemment des trucs complètement tronqués qui n'ont aucun sens au regard de la loi, c'est-à-dire l'antisémitisme est un délit, je le rappelle. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, sauf que là, il va falloir qu'ils tordent le truc, et ils n'ont même pas osé... C'est
un certain Jean Mizrahi sur les réseaux sociaux, qui n'a même pas eu le courage et le cran de le taguer, c'est-à-dire de l'alerter sur le fait qu'il avait relayé cette vidéo absolument dégueulasse. Je vous laisse regarder. Tout simplement obsédé. Alors qu'Hakim Omiri semble avoir fait du porc du kéfier et de la haine anti-juive ses fonds de commerce, nous avons été faire un tour sur ses réseaux sociaux et le contenu est tout bonnement effrayant. Il y a d'abord les nombreux comptes orduriers qu'il suit et qu'il retweet, à commencer par celui d'Émilie Gomis, dont le pseudo-humoriste semble très proche. Hakim Omiri reposte l'ancienne basketteuse des dizaines et des dizaines de fois. Il va même jusqu'à diffuser ses pétitions. Pour rappel, Émilie Gomis a été débarquée en 2024 du comité olympique à cause de ses tweets haineux et elle s'est depuis enfoncée dans un antisémitisme virulent et totalement assumé. Il y a également les très nombreux retweets de Tommy le Magnifique, un compte lui aussi ouvertement antisémite qui poste des commentaires du type « Dites que vous mangez cachère » et ils n'oseront rien dire par crainte de leur maître. Dans la même veine, Hakim Omiri semble cultiver un attrait certain pour les personnalités pro-russes et complotistes, comme Alexis Poulain ou le tristement célèbre compte Khaleesi, épinglé à plusieurs reprises pour sa propagande en faveur de Poutine, ses sorties homophobes et ses relais réguliers de fake news et autres théories du complot. Sur le conflit au Proche-Orient, Hakim Omiri reprend sans réelle surprise la propagande du Hamas. Il appelle à la destruction de l'État hébreu. Moi, je ne souhaite pas du tout une solution à deux États. Je me dis que d'ici quelques dizaines d'années, on pourrait peut-être voir la fin d'Israël tel qu'on le connaît là actuellement. Il relaie les mises en scène morbides de libération des otages israéliens en insistant sur une soi-disant bienveillance du Hamas, avec par exemple ce commentaire aussi stupide que complaisant à l'égard de l'organisation terroriste. Quelqu'un a des vidéos de câlins de prisonniers palestiniens avec leurs geôliers israéliens. Il va même jusqu'à affirmer que le gouvernement israélien a sciemment laissé le Hamas massacrer sa population le 7 octobre. Allez, c'est l'heure de passer au microscope. Alors le microscope, cette semaine, Mourad, on va le passer avec notre invité, Adrien Caboche, d'Info Gaucho. Je t'ai déjà présenté en début d'émission. Voilà, montre-nous bien ton petit micro. Tes collègues, vous les voyez pas, ils sont hors champ, ils sont dans le public avec nous. Un microscope, on va parler en fait de la riposte des citoyens, comme toi, comme tes amis, face au pouvoir de la PQR, la presse quotidienne régionale. Je rappelle, Info Gaucho, c'est un média indépendant orléanais, c'est bien ça ? Exactement, oui. Il y a un an, exactement un an, on fête un an là. Alors, comment t'es venue l'idée de créer ce média ? Disons qu'à la base, les personnes qui constituent ce média sont des militants associatifs, politiques, ou alors qui ont une fibre, une envie de faire bouger les choses, de défendre des valeurs progressistes, ou anticapitalistes, ou antiracistes, ou antifascistes, etc. Et on s'est retrouvés, avant de fonder le média, dans des campagnes politiques du NFP, parce qu'il y avait la menace de l'extrême droite, donc on était plusieurs à rejoindre des partis politiques pour pouvoir faire des campagnes, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie du NFP ? Et on s'est dit, à Orléans, il y a quand même beaucoup d'événements militants, des manifestations, des organisations, mais il n'y a pas assez de visibilité sur ces questions-là. Et donc on s'est dit, pourquoi pas créer un média pour donner de la force, visibiliser ce qui se passe, et puis aussi attirer un public plutôt jeune, engagé, et montrer qu'il se passe des choses à Orléans, parce que Orléans, c'est aussi une ville où il y a l'extrême droite, où on a un maire qui est très réactionnaire aussi, et on avait envie, avec ce média, de pouvoir faire un contre-pouvoir, et aussi de lutter contre la presse locale, qui, à notre goût, a été un peu trop complaisante avec le pouvoir en place, notamment de la mairie, ne visibilisait pas aussi les manifestations, les événements militants, de gauche, on va dire ça comme ça. Alors c'est la République du Centre, pour ne pas la citer. On en a déjà parlé ici à plusieurs reprises, notamment sur un article sur le marché de la Source à Orléans, marché qu'on va qualifier d'exotique et qui avait été taxé de marché le plus sale de l'agglo. Enfin, avec ça ne traitait que des déchets. C'est quand même assez extraordinaire. Ils avaient d'ailleurs présenté leurs excuses suite à cette dénonciation. Et puis, il y avait eu aussi, on avait fait une pastille dans cette chronique sur la venue de Rima Hassan, qui, en l'occurrence, vous aviez couvert, vous aviez obtenu l'interview, ce qui était déjà très extraordinaire. Alors, je précise quand même, Info Gaucho, c'est 3 studios, 2 hélicoptères, c'est 50 correspondants. Non, mais je déconne, évidemment. Non, mais, avec le
peu de moyens que vous avez, vous réussissez, je trouve, à faire des coups assez énormes en termes d'interview, de personnalité. Et donc, on avait fait une pastille là-dessus et vous l'aviez reprise. Je vous laisse regarder l'extrait. Faut qu'on vous parle de la République du Centre. Petit contexte. Il y a quelques jours, Rima Hassan est venue à Orléans pour un événement pour la Palestine. Un événement qui a fait salle comble malgré la tentative de censure du maire Serge Gouard. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il y a un génocide en cours en Palestine avec une situation critique maintenant à Gaza. La République du Centre n'a couvert quasiment aucun événement de mobilisation à Orléans pour la Palestine. Mais là, ça y est, pour Rima Hassan, ils ont décidé de mettre le paquet. Merci Mourad pour la séquence. Et là, le journal local va faire une espèce de brève qu'on va voir. Donc c'est vraiment une brève ridiculement petite. Ils vont donner alors le nombre de 20 manifestants. Alors c'est des gens de Reconquête qui étaient là, qui vociféraient. En fait, il y avait 3 gugus, ils étaient une grosse douzaine. Pour eux, c'est l'événement. C'est-à-dire qu'on démarre le papier par les militants d'extrême droite présents pour dire Rima, la France n'est pas à toi, Rima dégage, et ainsi de suite. On est en plein, je vous rappelle quand même, en plein génocide ou à minima nettoyage ethnique à Gaza. Mais par contre, on peut les excuser, la République du Centre, donc le journal local de l'Orléans, parce qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup de place pour parler de Rima Hassan, puisqu'il y avait une information beaucoup plus importante, c'est le festival de l'Asperge. Et là, ça prend quasiment une demi-page. Donc je trouve ça absolument scandaleux. Alors, Denis Petitjean, qui est le responsable d'Orléans-Loiret-Palestine, qui a fait venir Rima Hassan, a cherché en vain pendant tout le week-end à avoir des gens de la République du Centre, y compris le rédacteur en chef, Johnny Roussel, je vais le citer. Ils se sont renvoyés la balle les uns les autres, la patate chaude. Il n'a jamais réussi à les avoir, jamais réussi à avoir d'explications, y compris ce lundi. Et donc, il est outré qu'on ait pu consacrer aussi peu de place à un événement qui me semble politiquement, quoi qu'on pense de Rima Hassan, on peut la détester, il n'y a aucun problème. Simplement, c'est par rapport à l'actualité et à l'information, ça me pose un véritable problème. Ça s'organise comment, très concrètement? Parce que là, moi, j'ai envie de m'adresser un petit peu aux gens qui subissent, je dis bien subissent, la presse quotidienne régionale, donc ce qu'on appelle la PQR. Donc c'est Ouest France, en gros, c'est Centre France, La Montagne, c'est des groupes, voilà, c'est tous ces groupes-là. Comment est-ce que comment on s'organise, par exemple, très concrètement, comment on obtient de, je sais pas moi, Léo Mans, de Boyard, de Hassan, comment on obtient ces interviews? C'est une bonne question parce qu'on a un média très jeune. Où on n'a pas forcément eu au début énormément de personnes qui nous suivaient, mais il s'avère que nous, on est investis, on est proche des organisations qui militent localement. Donc, comme on manifeste ou on milite avec eux à leur côté, ils nous préviennent qu'il va y avoir un événement, qu'il va y avoir tel invité, et à partir de ce moment-là, on peut leur demander, parce qu'il est possible d'avoir une interview, etc. Donc, ils nous passent un contact, que ce soit un contact direct ou un contact indirect avec les assistants parlementaires, si c'est une députée, par exemple. Et ça permet d'avoir des belles interviews. Et aussi, je pense que notre nom joue beaucoup, parce qu'avec Info Gaucho, ça fait sourire déjà au début. Et on s'est dit, on est entre nous, donc forcément, ça ne va pas être piégeux. On va pouvoir parler, développer notre pensée autour de nos valeurs communes et pouvoir développer un peu plus que sur des plateaux télé où on a de l'altérité ou peut-être même des fois des personnes un peu agressives sur les plateaux. Donc c'est un peu plus facile pour eux de dire oui, quoi. Vous êtes quoi? Vous êtes engagé? Militant? À gauche? Ouais, vous êtes journaliste. D'abord, est-ce que vous, je dis vous collectivement, parce qu'il y a nos amis qui sont avec nous, est-ce que vous vous estimez journaliste à part entière ou c'est autre chose? En fait, c'est compliqué. Je pense que la frontière, elle est de plus en plus ténue. Ouais, on va dire ça comme ça, parce que ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le régime de l'opinion, même sur les plateaux télé, etc. Et on a même des vidéastes qui font du contenu, des fois informatif, mais qui n'ont pas de formation de journaliste, même des influenceurs. Et je pense que nous, c'est un peu compliqué, parce que des fois, on va donner notre avis, on va faire des éditos, ou alors on va juste raconter ce qui se passe, on va juste tendre un micro pour recueillir la parole. Donc des fois, oui, je pense qu'on peut s'estimer journaliste à partir du moment où on reçoit la parole de quelqu'un, on la retransmet et on peut la contextualiser, etc. Mais c'est vrai que des fois, on va passer nos idées, on va
faire passer nos idées pendant l'interview, ou alors on va donner notre avis pendant les échanges. Donc c'est vrai que la frontière, des fois, peut être un peu plus, un peu plus, comme tu disais. Ceci dit, sur GG, dans les grandes gueules de RMC, ils se grattent pas, Truchot et Marchal, pour donner leur avis de manière récurrente. Des fois, on a plus l'impression d'être des journalistes que certains journalistes d'RMC ou de CNews, effectivement. Ah oui, dans CNews, je regardais hier, ne me tapez pas dessus, je suis passée dessus, j'ai voulu regarder et je me suis stoppée dessus. Le journaliste, il y avait les éditos, donc les éditorialistes, on peut se dire, bon voilà, ils sont pas vraiment journalistes, ils peuvent donner leur avis. Et même le journaliste regrettait que Philippe de Villiers ne soit pas ministre de l'Intérieur. Le journaliste. Donc voilà, on peut nous reprocher à nous de donner notre avis, mais comme tu l'as très bien dit, Adrien, je pense qu'on le donne moins que certaines chaînes. Et d'ailleurs, tu ne fais pas des interviews uniquement de personnes très connues. Mourad, je vais te laisser lancer l'extrait. C'est l'interview d'une militante de gauche. Était à la manif du 10 septembre, c'est ça ? Oui. Absolument, on va la regarder tout de suite. Macron, démission, en fait, c'est bon, là on en a marre. 2027, c'est pas possible, on veut que tu t'en ailles, là c'est bon. Salut, comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Noah. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'automobiliser là le 10 septembre ? Déjà, le fait de nommer le cornu, je trouve ça super culotté si je puis me permettre. Et en plus, Macron, démission, en fait, c'est bon, là on en a marre. Il n'a pas compris ce que c'était le peuple. Est-ce que tu penses qu'il est un peu inconscient de vouloir rester là ? Je pense qu'il n'a pas compris que c'était pas le souverain de la nation. Et que, en fait, à la base, c'est nous qui choisissons qui doit être à notre tête, en fait, pour nos propres intérêts, et c'est pas du tout ce qui représente au final à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres revendications pour lesquelles tu viens, des causes qui te tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui ou dans ta vie ? Le taux de la vie actuel aussi, et forcément, c'est compliqué maintenant de vivre avec un SMIC en France. On peut pas forcément non plus trouver d'appart convenable pour vivre, en fait, tout simplement. Du coup, on est à 2 à la maison, donc forcément, c'est plus simple. Et c'est vrai que toute seule, à l'heure actuelle, avec, je gagne genre 1 300 € par mois. Le loyer, c'est genre 500 balles. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai 2 chats. Donc, ça aurait été super compliqué, en fait, je pense. Donc, effectivement, c'est un peu tout ça. Et je suis aussi là beaucoup par solidarité pour les gens, du coup, qui peuvent pas être là aujourd'hui également. Bon, merci. Un dernier mot, tu veux dire un dernier mot ? Macron, démission, explosion, voilà. On est avec toi. Merci à toi. Oui, merci beaucoup. Donc, ça fait partie... ça fait partie pour vous, par rapport à votre travail, ça fait partie du job d'aller interviewer, d'aller rencontrer les gens, pardon de le dire comme ça, mais des anonymes qui sont dans les mouvements sociaux ? Mais bien sûr, je pense que là, tout à l'heure, on parlait des personnalités publiques. On est un média local, donc effectivement, c'est pas notre objectif principal d'aller interviewer des personnes, on va dire, connues. On essaie toujours de lier les personnalités connues au territoire dont on fait partie, mais le but c'est un média local, donc c'est de visibiliser les gens qui y habitent et les organisations, et il s'avère que des fois on est en manifestation comme pour le 10 septembre où on a aussi été en soutien de ce mouvement-là parce qu'il faisait partie de nos valeurs, et il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui ont aussi des avis basés, très importants, très on va dire intelligents, réfléchis, etc. Et je pense que il y a pas mal de personnes qui ont aussi envie de prendre la parole. Et donc, nous, on est là avec notre portable, avec notre micro, et on recueille des avis comme ça. Et des fois, ça donne des belles séquences avec des gens qui ont des choses intéressantes à dire, quoi. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur une notion, là, parce que c'est central dans nos échanges avec Amira et nos invités. C'est la question, évidemment, du journalisme, la nature du journalisme. Et j'ai interviewé... Alors, je ne parle pas de moi, mais j'ai interviewé Guillaume Meurice il y a quelques jours pour Observe Actu, qui est un site, un média suisse. Et voilà ce qu'il nous a confié sur ses rapports avec Pascal Praud. C'est très intéressant, je vous laisse écouter. Discussion-là, je vais te faire un scoop avec Pascal Praud, parce que des fois, il taquine un peu à la télé, donc je réponds. Et j'ai son numéro, donc des fois je réponds, je lui envoie un petit message. Ah bon ? Et il me dit ça, par message. Il me dit ouais, mais vous n'êtes pas des humoristes, vous êtes des militants. Et du coup, je lui ai dit on dit ce qu'on pense, on est libre de le dire. Je dis comme vous en fait, pareil quoi. Donc il est obligé d'admettre que en fait oui. Donc tu vois, c'est des débats qui sont vieux comme l'histoire des médias et qui tournent un peu en rond quoi. On fait croire qu'il y a une objectivité, qu'il y a une neutralité, mais non, évidemment que non. Et je le redis, c'est vraiment pas du tout ce qu'on demande à quelqu'un qui a une pratique artistique. Quelqu'un qui a une pratique artistique, on lui demande son point de vue. Donc,
Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer parce que ça m'a fait tilter quand on a évoqué cette question de l'engagement et ou du militantisme. Quand vous allez, alors c'était, je crois, à Montargis puisqu'on s'y est croisés. Voilà, il y avait, bravo, c'est une IA en fait qu'on a invitée. C'était les 1 an post NFP. Donc, oui, c'est vrai. Une opposition à l'extrême droite à ce moment-là. Absolument. Donc beaucoup de mouvements, de partis, de syndicats étaient réunis là-bas. Et vous avez fait le choix d'interviewer des personnes, alors, drague pour parler simplement, qui se trouvaient là. Et je voudrais savoir, je salue nos amis de Sans Transition, en passant, du Média Sans Transition, qu'on avait eu le plaisir de recevoir ici et dont je suis accessoirement et également d'ailleurs le parrain. On va regarder l'extrait et j'aimerais savoir quelle a été votre démarche et quel est votre souhait lorsque vous recueillez ce type de témoignage. Je vous laisse écouter. Si tu as un problème avec nos identités, si tu as un problème avec nos sexualités, questionne-toi sur ta propre identité et ta propre sexualité, chérie. Moi déjà j'aimerais commencer par foutre la paix aux personnes trans. Vraiment, elles ont toujours existé, ces personnes. Elles existaient avant toi, elles existent avec toi, elles existeront après toi. Personne n'a le droit de juger une personne parce qu'elle a une orientation sexuelle, un genre différent. Il faut se battre contre ça et il faut le dire, il faut l'exprimer. Alors moi je vais le dire, fuck les fachos. Je crois au contre-pouvoir, je crois à la contre-culture dont nous faisons partie. Je vois aussi, il y a une forte montée de l'extrême droite, de gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que de vouloir faire chier ceux qui ont moins de droits qu'eux. Si tu n'as que ça à foutre de faire chier les gens sur leur transidentité et leur homosexualité, chérie, renseigne-toi. La transidentité et l'homosexualité existent dans le règne animal. Si tu es un culte, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Ok ? Renseigne-toi, mon chéri. C'est tout à fait naturel. Moi, je crois au contre-pouvoir. On est dans une société capitaliste et chérie, l'argent, nous, on l'a aussi. Donc, on décide où on le met. Là, c'est hyper intéressant parce qu'à Orléans, on a une scène drag qui est très développée avec des artistes qui font des super performances. Et c'est aussi un message féministe contre la transphobie aussi. C'est des luttes LGBTQIA+, qui sont retransmises à travers ces performances-là. Et il s'avère que donc, ces personnes étaient là pour participer à cet événement, à ce contre-événement contre le fascisme à ce moment-là. Et je pense que c'est un milieu qui regroupe à la fois, ce que je disais, le féminisme, les luttes LGBTQIA+, donc ça fait aussi partie de nos valeurs, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination, et ça concerne quand même beaucoup de monde, ces choses-là, et c'est un sujet dont l'extrême droite est très friand aussi, au niveau des attaques, au niveau de toutes les discriminations qu'elle peut porter sur ces personnes-là. Et il y a des très beaux discours politiques, il y a des très belles performances, et ça renverse aussi les codes du genre. Et donc c'est important pour nous de mettre la lumière sur ces artistes-là. Et vous êtes à Orléans, comme l'a rappelé Amira. Alors, ils sont basés à Orléans, mais ils rayonnent vraiment très largement, au moins dans le Loiret, voire au-delà parfois. Et vous arrivez dans une ville particulière, puisqu'il y a quand même une extrême droite, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Et puis, non, mais surtout, je veux dire, il y a eu la fameuse lettre aux musulmans de Serge Grouard, une lettre vraiment d'une provocation quasiment. Il y a des positions de sa part qui sont borderline sur ces questions-là. Et puis, il y a des défilés de néo-nazis avec des tambours aux flammes qui rappellent une belle époque. Absolument. Des gens qui se baladent avec des croix gammées tatouées sur le bras et compagnie. Un policier aussi un policier avec un tatouage. Absolument, un soleil noir, je crois. Un soleil noir, exactement. Un policier municipal en plus, effectivement. Donc voilà, il y a un climat particulier. Est-ce que ça vient jouer dans votre... Alors j'emploie le terme avec des guillemets, dans votre engagement? Carrément. Je pense que Info Gaucho, c'est aussi l'idée de faire changer les choses à Orléans, de montrer qu'on n'est pas si faible à gauche dans, on va dire, les organisations progressistes qui existent à Orléans, et qu'on a vraiment besoin de créer une contre-offensive réactionnaire qui existe. Donc, créer une contre-offensive progressiste du coup, parce qu'il se passe des choses assez graves, et là récemment on a eu des stickers islamophobes et néo-nazis avec des zones interdites aux musulmans carrément. On a régulièrement des
des organisations qui font des conférences antisémites ou islamophobes, qui invitent des personnalités. Et on entend beaucoup Serge Gouard parler d'immigration, donc le maire d'Orléans. On entend beaucoup parler d'immigration, de lier l'antisémitisme à l'immigration. Il avait interdit notamment la location de la salle à Rima Hassan, qui avait finalement pu l'avoir parce qu'il y avait eu un recours au tribunal administratif. Et en fait, on a une personne et ses colistiers et tout un tas d'organisations qui gravitent autour de ces idéologies-là, qui sont clairement à dégager. Enfin, nous, on est là vraiment pour changer les choses à Orléans, pour qu'on puisse respirer d'un point de vue de nos valeurs. Je précise que c'est effectivement le tribunal administratif qui a donné raison aux organisateurs, en l'occurrence notamment Orléans-Loiret-Palestine, pour ne pas les citer, alors qu'à l'inverse, un antisémite notoire et une association antisémite, anti-LGBT, anti-féministe et tout ça, eux avaient a priori obtenu une salle municipale avant que, une fois le tohu-bohu lancé, Serge Gouard fasse machine arrière. Donc c'est vraiment, pour le coup, également deux poids, deux mesures. Quels sont vos rapports avec la République du Centre ? Très amical, évidemment. Non, on a une critique assez radicale de la République du Centre à travers des choix qu'ils peuvent faire. Ils montrent que des fois, ils sont très passifs, ou alors à la fois, ils peuvent même avoir des positions réactionnaires dans le cadrage de leurs articles, ou alors ils invisibilisent carrément certains événements. Quand il y a 250 personnes qui viennent, ou 300 même, qui viennent à une réunion publique où il y a Rima Hassan ou Raphaël Arnaud, oui, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était venu à Orléans aussi, et qu'ils n'en parlent pas, ou alors qu'ils font une mini brève, alors qu'ils sont capables de faire, comme tu l'as montré dans ton extrait, une demi-page sur la foire aux asperges. C'est assez risible. Et notamment, nous, on l'a vu parce qu'on s'est beaucoup investi dans le mouvement pour la Palestine. On a quand même pas mal visibilisé ce mouvement-là. Eux, on les voyait quasiment pas. Ils venaient vraiment une fois tous les 3 mois, etc. Alors qu'il y a un génocide en cours, il y a des centaines de personnes qui se mobilisent dans les rues et pas un mot, quoi. Donc, il y a besoin d'avoir. Bien sûr. On pense que nous, on a besoin d'être là pour pouvoir faire le travail à leur place. Allez, c'est bientôt la fin de cette émission. Malheureusement, ça passe très très vite, surtout quand on a un bon invité comme toi, Adrien. Et on va passer à la rubrique, on vous en parlait la semaine dernière. C'est une toute nouvelle rubrique sur initiative de Mourad, bien sûr, et ça s'appelle le courrier des lecteurs. Oui, alors c'est un mélange de coups de cœur et puis de remerciements. Et donc, il y avait une espèce de no man's land que je voulais combler. Alors là, dans le courrier des lecteurs de cette semaine, j'ai 2 informations à vous transmettre, donc qui m'ont été transmises par des internautes, par des fans de cette chronique, que je remercie. C'est Noël qui est à Angoulême et qui anime, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, qui anime Charente-Palestine Solidarité et qui tous les samedis se retrouve place Hergé, donc Hergé évidemment c'est la ville de la BD, et qui est rebaptisée symboliquement place de Gaza. Il y a des ventes de livres également, d'affiches de produits palestiniens, dont de la bière palestinienne. Tu savais que ça existait, ça ? Eh ben non. Moi non plus. Alors, il me conseille de la goûter, mais bon, on va y aller mollo. Des savons, de dates, évidemment, les huiles, drapeaux et kéfiers. Et le 10 février prochain, ils seront au cinéma Le Foucault pour une diffusion du documentaire La Palestine 36. Et ça se passe en soirée. Je vous laisse aller chercher sur les réseaux, parce que je n'ai pas encore l'heure. Mais ça devrait pas tarder, je vous en reparlerai. Ce genre d'événement, par exemple, pour être précis, si ça se passait à Orléans, il y aurait a priori une couverture. On est là, obligatoirement. Ah, mais vous ? Ah oui. Mais je veux dire, est-ce que si vous n'étiez pas là, en gros, personne ne le saurait. Effectivement, je pense que là, sur ce sujet-là, ça peut faire peur à une certaine presse, effectivement. D'accord, c'est donc d'où l'utilité. Parce que là, ce que je disais tout à l'heure en creux, c'est qu'on s'adresse aussi aux gens qui en ont marre de subir et qui peuvent percevoir l'intérêt de se lancer, même avec de très faibles moyens. Il y a également les auteurs en lumière. C'est le 2e salon anticolonial. Ça se passe le 6 février au bar à nous. C'est 78 rue de Compan dans le 19e et c'est organisé par Calam Édition et Bondy fait son film, évidemment. Je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire.
Merci pour cette rubrique qui était relativement courte. Oui, mais c'est parce que ça fluctue en fait d'une semaine sur l'autre. Il y a beaucoup de messages qui sont des messages en fait de conseils pour aller regarder ou écouter une chronique, un édito ou quelque chose comme ça. Donc ça, je ne vais pas vous le mettre puisque soit je choisis et j'ai la place. Et là, j'en suis absolument désolé. C'est parfois, très souvent, j'ai pas la place parce que l'émission dure un temps précis et maximum, mais soit je le choisis, soit je le choisis pas, mais en tout cas, je le redis, je vous remercie pour vos messages, et dès que j'aurai du courrier de votre part, évidemment, de ce type-là, qui est informatif, je n'hésiterai pas à m'en faire le relais. Et on va passer à tes remerciements, Mourad. Alors, mes remerciements cette semaine vont à Malika Alkama, Bastien de Saint-Maur-des-Fossés et sa maman Anne. Ils vont également à Noël Boussa, donc celui dont je parlais tout à l'heure, qui est le camarade militant d'Angoulême, qui est par ailleurs, et je pense pas qu'on recevra un jour parce que c'est un ancien d'El Watan du journal algérien et ce sera très intéressant d'avoir son analyse sur ce qui se passe en termes de lien entre l'Algérie et la France en ce moment. Sandra Barbier de Saint-Pierre-des-Corps, c'est l'anniversaire. Alors il va y avoir dans le numéro prochain, mais alors 50 anniversaires. Je sais pas pourquoi tout le monde est regroupé là sur une période de 10 jours. Je crois que c'est quoi ? C'est les Verseaux. Non, je déconne parce que je suis Verseau. Oui. Je le sais très bien. C'est bientôt ton anniversaire, c'est pour ça que tu dis ça. Ah non, j'ai jamais... non, ça, je déteste quand on dit que c'est le 7 février. Je suis ballot. Donc, vous verrez, il y a une rafale d'anniversaires, je ne sais pas pourquoi, c'est très étonnant. Et j'ai souvent l'impression, alors c'est complètement débile de dire ça, mais j'ai souvent l'impression que, je ne sais pas pourquoi, les Verseaux se déclarent plus facilement que les autres signes. Alors moi, je ne crois pas du tout à ça. Hein. Mais, non, je ne crois pas. Mais je dis que les Verseaux se déclarent beaucoup plus que les autres signes. Okay. J'entends très peu de gens dire je suis Bélier, Sagittaire ou je ne sais pas quoi. Par contre, Verseau, ça n'arrête pas. Ça pleut comme à Gravelotte. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je suis Sagittaire, sachez-le. Voilà. Comme ça, c'est dit. Bon, allez, vas-y, donne la date. 14 décembre. Et ben voilà. Bon, c'est un peu tard, c'est un peu tardif. Mais on se rattrapera cette année avec grand plaisir, ma chère Amira. Alain de Moscou. Wow. De Moscou ? Ouais, classe quand même. Hein. Vincent, qui est d'Orléans et qui est un socio, Vect 93 sur les réseaux sociaux, ainsi que Rachobac, Sonia, Philippe, Adèle et Théophile, qui sont également d'Orléans. Et je voulais faire un coucou particulier. Alors, il y a aussi, Saïdia de Maison Alfort et qui milite à Euro-Palestine, Vincent qui est à Bagneux, Redouane et Anne de Paris et Nassira de Fresnes. Je voulais faire un coucou particulier, après avoir salué Reda, Nora donc, et Liam d'Épinay. Je voudrais faire un coucou particulier à Philippe qui tient le bar Le Rallye, qui est à l'angle de la rue des Sorins et de la rue Gutenberg, qui est juste à côté du Média, et qui anime une ambiance tout à fait particulière. Je vous conseille vraiment, si vous passez par Montreuil, d'aller y faire un saut. L'accueil est très personnalisé et très particulier. Est-ce que j'ai bien décrit le lieu ? Je confirme, parce que j'y suis déjà allée, donc je confirme. Allez-y. Et voilà, c'est terminé pour mes remerciements. Merci Mourad, je vais laisser la parole à Adrien. Il me semble que tu avais un petit message à nous faire passer. Oui, déjà je voulais remercier toutes les personnes qui sont autour de ce média. Ça fait 1 an qu'on existe et on est avec Mourad Guichard et Amira, c'est super. Donc voilà, toute l'équipe d'Info Gaucho, les personnes qui nous suivent aussi quand on croise en manif, des fois on a un coup de main, on a des remerciements, on a des félicitations, donc ça fait chaud au cœur. Et puis la dernière chose, c'est que on est un média, on vit pas encore de notre activité, mais on a quand même une cagnotte Tipeee qui est nécessaire pour faire vivre un média indépendant comme le nôtre, comme le média aussi. Effectivement, j'invite tout le monde à... Voilà, on va voir la capture d'écran et puis évidemment on vous invite à vous soutenir chaleureusement. Merci infiniment. Merci le M. Oui, merci le M et merci le A, en tout cas. Et oui, comme l'a si bien dit Adrien et Mourad, les médias indépendants ont besoin de vous. Donc, Info Gaucho, le média aussi. On ne vit que grâce à vous, que grâce à vos dons. Alors, continuez de nous soutenir. Vous l'aurez compris, c'est la fin, malheureusement, de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Œil de Moumou. En attendant, excellente suite des programmes sur le média. Alors, attention, je précise que la semaine prochaine, et ce sera le vrai mot de la fin, c'est malheureusement pas un nouvel épisode de L'Œil de Moumou, c'est le dernier te concernant avant exactement, de longs mois. Voilà. Et donc, soyez là, soyez présents pour la dernière, comme dirait Guillaume Meurice, la dernière d'Amira, la dernière provisoire de ma chère temporaire, Amira, de notre chère Amira. Allez, à bientôt.